Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode hors série, je vous emmène découvrir le tout nouveau campus Fermentis. Fermentis, c'est la filiale du groupe Le Saffre, leader mondial de la levure, spécialisé dans la fermentation pour les boissons. Cela concerne le vin, le cidre, les spiritueux, les boissons fermentées en général et bien sûr la bière. Des brasseries du monde entier utilisent les solutions de fermentation commercialisées par Fermentis. Nous sommes à Marquettes-les-Lilles, dans la métropole lilloise. Pendant 2 ans, Fermentis a complètement réhabilité un site historique cher au groupe Le Saffre. Ici, en 1853, Louis Le Saffre et Louis Bonduel ont construit une fabrique d'alcool de grain et de genièvre. Le site a ensuite accueilli les grandes malteries modernes, jusqu'à ce que le groupe Le Saffre abandonne son activité de malterie en 2006. 15 ans plus tard, Fermentis s'installe sur cette ancienne friche industrielle chargée d'histoire pour construire son avenir. Bonjour, je suis Stéphane Meulemans, directeur général de Fermentis. Bienvenue Olivier, bienvenue sur ce campus Fermentis, inauguré très récemment, dans lequel on a emménagé il y a quelques mois, et qui est le fruit en fait d'un long cheminement de développement, de construction, et dont nous sommes extrêmement heureux. J'espère que lors de cet entretien aujourd'hui, on aura l'occasion d'un peu le parcourir et que tu pourras le découvrir encore un peu plus en détail et surtout y prendre plaisir. Comme on espère d'ailleurs que tous nos clients, tous nos distributeurs, tous les utilisateurs finaux de levure vont visiter un jour et prendront autant de plaisir à le visiter, à découvrir notre monde. Ce campus Fermentis, il est installé à Marquettes-les-Lilles, dans la métropole lilloise. C'est le siège de Fermentis pour le monde entier. Et c'est en quelque sorte un retour aux sources, puisque Fermentis est une entité du groupe Le Saffre. Et le groupe Le Saffre est né ici en quelque sorte, puisqu'en 1853, la famille Le Saffre s'installe ici, d'abord pour distiller de l'alcool de grain. C'est vraiment le berceau, le site historique du groupe. C'est ici que la famille s'est installée en partenariat avec la famille Bonduel, puisqu'ils n'ont pas démarré seuls, et ils ont démarré une activité de distillerie et de production d'alcool de grain, qu'ils ont fait fonctionner pendant un certain temps, avant d'évoluer quand même assez rapidement dans le monde de la levure aussi. Ils ont très vite été passionnés de microbio, de biotech, de biologie et de fermentation au sens large, et ils ont déployé leurs activités à partir de ce site où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un site qui a vécu, c'est un site qui a plus de 170 ans d'histoire, et ce site, après avoir connu une activité de distillerie, s'est transformé en malterie. Ça a été une activité aussi assez dominante du groupe, après-guerre surtout. La malterie s'est fortement développée. Le groupe a d'ailleurs investi dans les malteries dans le monde entier, aux États-Unis, en Australie. Et le site ici était vraiment la maison mère de l'activité malterie, avec un bel outil, une belle infrastructure, sur un terrain de plus de 8 hectares de surface, en bord de Deuil, un magnifique cadre, qui facilitait aussi d'ailleurs l'acheminement des céréales, de l'orge et puis l'expédition du malt par la suite. Cette activité a perduré jusqu'en 2006, un peu la période à laquelle il y a eu une réflexion stratégique de fond, où le groupe a vraiment décidé de se recentrer quasiment exclusivement sur les métiers de la fermentation. Et donc la fermentation est devenue la colonne vertébrale, avec les artisans de la fermentation, principalement la levure, qui aujourd'hui aussi évolue vers l'exploitation des bactéries et d'autres micro-organismes, mais toujours centré sur la fermentation. Donc à ce stade, c'était important de dire, voilà, on doit se défaire des activités qui ne s'apparentent plus vraiment 100% à la fermentation, et ils ont vendu cette activité de malterie pour laisser sur le terrain un chancre industriel, puisqu'en fait l'usine a été démantelée, pas démolie mais démantelée, et le site est resté inexploité pendant une quinzaine d'années en gros. Lorsque le Saffre décide de vendre sa malterie et pour se recentrer sur sa spécialité, la levure, on fait déjà de la levure à destination de la boisson ? Oui. En fait, la levure de panification, c'est pas un secret. Elle a été utilisée de tout temps et partout dans le monde, aussi pour produire de l'alcool boisson. Donc la levure de panification qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae, comme son nom l'indique, elle peut être aussi levure de brasserie pour produire de la cervoise cerevisiae, produire de la bière. Et donc ça, c'est une activité qui est assez répandue dans le monde. Ceci étant dit, la problématique de ça, c'est que la levure de panif, elle n'est pas toujours
adéquate ou très appropriée pour produire une multitude de boissons fermentées. Mais donc ça existait et partout dans le monde, des acteurs qui produisent des boissons fermentées, que ce soit des brasseurs, que ce soit des vignerons, que ce soit des producteurs de spiritueux, ont toujours cherché à s'approvisionner en levure de panification pour produire des alcools. Et le SAF, forcément, n'échappait pas à la règle, fournissait de la levure à tous ces acteurs pour leur permettre de faire des boissons. Et donc on avait des entités en Angleterre, en France aussi d'ailleurs, aux États-Unis et ailleurs dans le monde qui fournissaient un tas de produits pour faire des boissons fermentées. C'est en 2003 que le SAFRE décide de créer une entité à part qui va s'appeler Fermentis et qui sera spécialisée dans la fermentation pour la boisson. Oui, donc après finalement la vente des malteries, la volonté de rester dans le monde des boissons fermentées, de se développer, la constatation du fait qu'il y avait déjà une activité existante exercée par les différentes entités du groupe, comme ils se sont recentrés sur la fermentation et que la fermentation est finalement aussi la colonne vertébrale de la production des boissons fermentées, entre autres la bière, le vin, les spiritueux, le cidre, mais aussi toutes les boissons fermentées. Ils se sont dit, avec notre compétence, notre maîtrise de la fermentation, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une activité plus ciblée exclusivement sur les boissons fermentées et toute leur diversité? À savoir de nouveau que quand on fait une tequila, on exploite du sirop d'agave. Quand on fait une bière, on exploite un mou de malt, d'orge ou d'autres céréales. Quand on fait un vin, on exploite un jus de raisin. Quand on fait un gin ou une vodka, on va utiliser de la pomme de terre ou d'autres sources d'amidon. C'est un monde de matrices, un monde de substrats qui nécessite beaucoup plus d'efforts dédiés, d'efforts spécifiques et de volonté de s'intégrer dans ce monde. Et ils ont dit, voilà, comme on a cette compétence de compréhension, de maîtrise, de gestion, de développement de solutions de fermentation, essayons de créer une activité purement dédiée aux boissons fermentées. Rassemblons nos efforts, rassemblons les quelques activités qu'on a déjà par ailleurs et créons une entité d'affaires mondiale basée ici dans le nord de la France, mais qui couvrira toute l'activité des boissons fermentées dans le monde entier et dans toute sa diversité. Lorsque le SAFRE crée Fermentis en 2003, aux États-Unis et sur d'autres marchés, les microbrasseries sont en plein essor. En France, ça va arriver un tout petit peu après. On était dans le bon tempo ? Je pense que c'était un bon tempo. Il y avait effectivement une demande assez forte. On avait identifié déjà des partenaires sur différents marchés qui étaient très actifs dans la fourniture de malt, de houblons spéciaux et qui avaient vraiment un besoin assez important en solutions de fermentation pour les fabricants de bières artisanales, ce qu'on appelle les microbrasseurs, mais même aussi les producteurs de boissons fermentées à domicile. Et dans une certaine mesure, même le monde industriel commençait à s'intéresser à d'autres technologies, puisqu'il faut quand même savoir aussi c'est que Fermentis est spécialisé dans la levure sèche. C'est une solution technique qui offre un certain nombre d'avantages assez intéressants par rapport à l'utilisation traditionnelle de levure liquide, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée, qui nécessite des compétences, une infrastructure. Et donc, cette solution levure sèche, à un moment où il y a un nombre d'acteurs importants qui se développent avec des moyens parfois relativement limités, c'était une solution extrêmement adéquate pour ce développement. Et je pense effectivement, oui, le timing n'a pas été mauvais dans l'introduction de l'activité de Fermentis à l'échelle mondiale. Pendant un temps, Fermentis a aussi fait des levures pour le biocarburant ? Pas dès le démarrage, donc c'est venu un petit peu après la création de Fermentis. Il y avait effectivement une demande sur les marchés de solutions de fermentation pour faire du biocarburant, suite à la crise pétrolière, au développement des énergies alternatives, au développement du biocarburant. Et Fermentis, habilement, s'est très vite intégré dans ce monde en développant des levures et des nutritions de levures pour la fermentation et la production de biocarburants. Ça a dû démarrer, si mes souvenirs sont bons, probablement vers 2005-2006. Et ça s'est développé très très fort, en fait, oui. En 2013, le SAFRE décide de créer une entité à part qui s'occupera des levures pour les biocarburants. Et Fermentis, une nouvelle fois, se recentre sur son activité de levure pour la boisson. Oui, c'est exact. Pendant les 10 premières années, entre 2003 et 2013, donc suite à cette crise pétrolière dont on a parlé précédemment, et le développement quand même très important de l'activité biocarburant, enfin production de solutions de fermentation pour biocarburant, le groupe a constaté qu'il y avait un différentiel de croissance, mais surtout aussi que les compétences nécessaires pour l'un et l'autre métier n'étaient absolument pas les mêmes. On parlait absolument pas du même monde, les clients étaient entièrement différents. Le monde des biocarburants est un monde avant tout industriel. Le monde de production des boissons fermentées artisanales est de plus petite
petite dimension, est beaucoup plus distribué dans le monde, à travers le monde entier, et nécessitait une infrastructure de distribution, de commercialisation, de marketing, de com, et des produits aussi extrêmement différents. Donc ils ont pris la décision, qui je pense aujourd'hui était extrêmement sage. C'est ce qui m'a permis entre autres aussi d'arriver chez le SAFRE. C'était de effectivement séparer toute l'activité biocarburant et de recentrer Fermentis sur les boissons fermentées, là où il y avait vraiment beaucoup de besoins par ailleurs aussi. Il y avait une diversité de problématiques, il y avait des besoins extrêmement différents d'un continent à l'autre, d'un segment des boissons à l'autre, et donc il y avait vraiment un besoin fort de recentrer l'activité, de repenser la stratégie, de cibler la stratégie, d'avoir des plans d'action adéquats, des ressources adéquates, et de vraiment s'aligner par rapport au marché. Se recentrer et accélérer aussi, puisque la recherche va prendre de l'ampleur, et la recherche appliquée en particulier. Dans un premier temps, c'est vrai que le Fermentis était assez peu renouvelé en nombre de produits, en nombre de levures, en nombre de dérivés de levures destinés aux boissons fermentées. Il y avait eu relativement peu de renouvellement. Il y en avait eu, mais c'était pas un rythme extrêmement élevé. Or, les besoins étaient là, les attentes étaient là. Et très rapidement, on a identifié que si on voulait mieux répondre aux attentes et vraiment couvrir tous les besoins, il fallait s'axer sur la recherche et développement, trouver des nouveaux micro-organismes, des levures dans un premier temps, des bactéries par la suite. Par la suite encore, aujourd'hui, on travaille sur des levures non Saccharomyces, donc des levures de spécialité. On commence à fabriquer des mélanges de micro-organismes pour des solutions tout en un, ce qu'on appelle le all-in-one. Donc on a vraiment ciblé d'abord la R&D pour créer des portefeuilles de produits adéquats par rapport aux attentes et aux besoins des producteurs de boissons fermentées. On a créé un pipeline, ce qu'on appelle un pipeline, donc un conduit de projets de recherche, avec l'ambition de sortir quand même chaque année sur le marché 5-6 produits entre les différents segments, entre les spiritueux, la bière, le vin, mais la volonté vraiment toujours d'apporter plus en plus de solutions aux producteurs. Si on se focalise sur la bière, aujourd'hui, l'offre Fermentis, elle se compose de combien de produits ? Entre les différentes familles, c'est-à-dire les levures Saccharomyces cerevisiae, les levures non Saccharomyces, les bactéries, les dérivés de levure, on a une bonne vingtaine de produits à destination des brasseurs aujourd'hui. En 2017, pour accompagner ce développement de l'offre, est née la Fermentis Academy, à la fois pour proposer de la formation, mais aussi pour la recherche appliquée. L'Académie est d'abord destinée à créer du savoir et en fait à mieux comprendre comment nos produits fonctionnent dans les boissons fermentées. Quelle est leur promesse, qu'est-ce qu'ils délivrent, que ce soit mécanique, technique ou que ce soit organoleptique, sensoriel. Donc on souhaite vraiment comprendre dans toutes les dimensions d'exploitation, en fonction des conditions de mise en œuvre, qu'est-ce qu'une levure, qu'est-ce qu'une bactérie, qu'est-ce qu'un dérivé de levure offre et qu'est-ce que l'utilisateur peut attendre. Donc avant d'aller identifier et mettre sur le marché un nouveau produit en soi, c'est important d'abord comprendre dans quelles applications on peut positionner nos produits existants. Et donc c'est l'ambition de la Fermentis Academy, c'est de mieux comprendre ça, et une fois qu'on l'a mieux compris aussi, c'est de le partager. Et donc d'orienter le choix du client dans l'utilisation de nos produits par rapport à ses attentes, par rapport à ses cibles, ses objectifs. S'il veut faire tel type de bière, si tu veux utiliser une bière, s'il veut faire une bière de type saison, s'il veut faire une triple, s'il veut faire une quadruple, s'il veut faire une lager, est-ce qu'il veut faire une IPA, une session lager, est-ce qu'il veut faire une dark lager, enfin dans tous ces types de boissons, on a des solutions de plus en plus adaptées, de plus en plus précises. Et c'est surtout aussi grâce au travail de la Fermentis Academy et de ses recherches appliquées qu'on comprend mieux nos produits et qu'on peut mieux orienter ses choix. Donc en 2017, la Fermentis Academy commence par la recherche appliquée. C'est-à-dire que la recherche appliquée existe vraiment depuis avant ça, elle existe depuis 2014-2015. Dès cette dernière décennie pour Fermentis et la reconnaissance de l'importance de la recherche et développement pour développer des produits, en parallèle on s'est dit développer des produits pour développer des produits, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Je pense qu'il faut mieux comprendre les produits qu'on développe. Et donc, très rapidement, on a mis en place un programme de recherche appliquée avec un certain nombre de partenaires externes, des centres de recherche, des instituts, des universités, et qui nous ont permis en fait de mieux comprendre nos produits. Et ça se passait déjà dans le cadre de la Fermentis Academy. Et en parallèle de ça, très rapidement, et dès 2017, on a commencé des sessions de formation. À cette époque-là, on n'avait pas encore le campus dans lequel on est aujourd'hui, et donc on faisait énormément de sessions de formation déportées dans le monde entier, destinées à nos clients. Certaines années, on est allé jusqu'à plus d'une centaine de sessions de formation en présentiel avant la pandémie pour former les gens sur nos produits, sur comment les utiliser et sur expliquer ce qu'ils pouvaient attendre de nos produits. Avec le nouveau campus, tout ce travail de recherche est réintégré ici à Marquette-les-Îles ?
Tout non, on ne pourra pas, parce que nos ambitions en matière de développement et de recherche appliquée sont assez importantes. On n'arrête pas de continuer à se déployer, à se développer, et on ne pourra pas. En termes de capacité, on n'aura pas la dimension, on n'aura pas la possibilité de tout internaliser. Et c'est pas l'ambition non plus. Je pense qu'il y a des véritables centres de compétences avec qui on a développé des partenariats au cours des dernières années, qui ont parfois beaucoup de valeur ajoutée sur certains aspects. D'une part, pour des problématiques de capacité, et d'autre part, parce que des compétences importantes existent par ailleurs, on continuera du travail en extérieur également. Ceci étant dit, l'ambition d'internaliser une partie, elle est liée surtout à deux problématiques. C'est une problématique de priorisation des projets, de fluidité dans l'exécution des projets, de ne pas mettre en attente des projets, ce qu'on avait parfois dans certains cas avec des partenaires externes qui étaient eux-mêmes limités en capacité ou en infrastructure. On avait parfois des reports, des suspensions de projets, des annulations de projets, des délais importants, et donc ça c'était une vraie problématique. L'autre problématique, c'est la gestion de la propriété intellectuelle. On travaille parfois des sujets sensibles, et travailler en externe, ça supposait aussi beaucoup de paperasse, comme je dis en bon belge, de paperasserie et de documentation avec des accords de confidentialité et de protection de la propriété intellectuelle. Ça nous permet aujourd'hui, le fait d'internaliser, d'avoir un accès plus direct et plus facile à la propriété intellectuelle sur certains sujets. On va visiter ? Ah ben, je pense que ça s'impose. Stéphane, on se retrouve à l'extérieur du campus Fermentis pour visiter cet endroit qui vient tout juste d'être achevé. La peinture n'est pas encore tout à fait sèche. La première chose qui est frappante quand on arrive, c'est cette façade en briques, dont une partie de la façade historique. Oui, c'est effectivement le fronton du bâtiment principal qui a été construit en 1853. On voit d'ailleurs encore un vestige qui est la preuve de cette date d'établissement. Et je pense que c'était essentiel, c'était important quand on a lancé ce projet de, en tous les cas, essayer de préserver certains vestiges qui pouvaient rappeler l'histoire du bâtiment, même si on n'a pas gardé l'entièreté, parce que techniquement c'était très compliqué. Voilà, le bâtiment avait évolué avec des structures qui ont été très difficiles à démanteler au moment de la démolition. Et donc on a dû se rendre à l'évidence qu'il n'était pas possible de garder l'entièreté du bâtiment. Mais on avait vraiment la volonté de préserver certains vestiges de l'histoire, dont le fronton, qui était en fait l'entrée principale de la distillerie quand le bâtiment a été créé en 1853. Quand on a construit ce bâtiment, pour moi, c'était important de préserver l'esprit industriel du nord de la France, la brique, mais aussi d'y greffer beaucoup de transparence avec beaucoup de vitres et des matériaux relativement nobles, le bois, la pierre naturelle, et vraiment avoir un rappel de l'histoire avec un peu de modernisme installé dans ce bâtiment. Et donc je pense que c'est vraiment une réussite. Ça n'a pas été facile parce que finalement on a préservé que les façades et on a réussi à garder le bâtiment debout et en y greffant toute la nouvelle construction autour. En entrant dans le bâtiment, ce qu'on a souhaité aussi, c'est que les personnes qui rendent visite, les visiteurs, aient une vraie émotion, un vrai sentiment, ce sentiment de rentrer dans ce monde qui nous est propre et qui est spécifique aux boissons fermentées. Dans toute la construction, on verra qu'il y a beaucoup de transparence, beaucoup de lieux où les gens peuvent être proches l'un de l'autre, se voir dans leurs activités qui peuvent être très différentes et vraiment avoir cette émotion de je fais partie du travail, je fais partie du façonnage en fait des solutions, des produits qu'on développe pour les boissons fermentées. Ici, on est dans le hall d'entrée. Alors, ce hall d'entrée, il a été conçu aussi déjà pour que quand les gens rentrent, ils aient cette émotion, ils puissent se sentir extrêmement bien et dès le début de leur visite, pouvoir appréhender, comprendre, apprendre qui nous sommes au sein de Le Saffre, ce que nous faisons, quel type de produits, comment on les fabrique, comment on les met en œuvre. Et donc ça se traduit comment ? On a imaginé en fait toute une scénographie, un aménagement des lieux qui permet aux visiteurs soit d'apprendre par lui-même, soit d'être accompagné par un accompagnant de chez Fermentis et de lui faire parcourir un cheminement dans tout cet espace de réception, un cheminement qui est balisé d'un ensemble de stations interactives où les gens peuvent lire, écouter, visualiser, interagir, jouer avec certains éléments et de nouveau, encore une fois, comprendre ces différentes dimensions. Qui est Fermentis ? Que faisons-nous ? Quel type de produits on fabrique, comment on les fabrique, comment on garantit la qualité des produits, comment on les met en œuvre pour faire du vin, du cidre, des spiritueux, de la bière, etc. Et on a accompagné tout ça aussi d'une ambiance sonore, d'une ambiance de lumière
qui est en fait adaptée en fonction du type de visiteur. Si un vigneron vient nous rendre visite, il aura la scénographie adaptée par rapport à son environnement, par rapport à son type de travail. Si un brasseur nous rend visite, idem. Un distributeur, idem, etc. Donc on peut vraiment customiser, adapter toute la scénographie par rapport au visiteur qui vient et lui permettre d'apprendre vraiment des choses qui lui sont propices, lui, dans son activité. Ce qui est frappant quand on entre dans cet espace d'accueil, c'est cet immense escalier en colimaçon et puis ce lustre qui interpelle. C'est une réalisation. Quand on a pensé la scénographie, on a fait appel à un certain nombre de prestataires. Et avec Jeanne, qui est directrice marketing chez Fermentis, on avait fait un brief et on avait essayé de transmettre un peu l'émotion qu'on souhaitait que les gens ressentent quand ils viennent nous visiter. Donc on a passé beaucoup de temps à échanger, à partager, à expliquer quelles étaient nos attentes. Et parmi ces prestataires, un d'eux est revenu avec une proposition de base, une proposition de départ qui était extrêmement parlante. Ils avaient parfaitement intégré toutes les attentes. Et ces gens-là ont vraiment tout compris dans la création de la scénographie. Et eux-mêmes ont fait appel à un éclairagiste qui s'appelle Monsieur Lumière, Monsieur Thomas Klug, qui est un vrai personnage, un vrai artiste. Et cette personne-là, elle-même, a vraiment super intégré tout l'esprit qu'on voulait amener ici. Et il a notamment créé ce lustre auquel tu faisais référence. Donc on lui avait demandé d'avoir une pièce maîtresse dans le hall qui était un peu l'emblème, le symbole de notre activité. Et donc il devait quelque part faire un luminaire qui s'inspirait de la levure. Et donc il a travaillé le sujet avec des schémas au départ, avec des petits échantillons, des petits prototypes. Et puis ce faisant, en grandissant, il est arrivé à ce projet. C'est pas facile de représenter une levure qui est en fait un micro-organisme tridimensionnel, de le représenter dans un lustre, dans un luminaire, c'était pas évident. Et il y est arrivé parfaitement. Il s'est inspiré de photos de levures prises au microscope électronique qu'on lui avait transmises et il a conçu ce lustre qui est vraiment tout à fait dans l'esprit, qui est assez exceptionnel parce que là on le voit pas tellement pour l'instant, mais c'est un lustre qui vit. Il transmet la lumière de toutes les manières possibles et imaginables en fonction de l'heure du jour, en fonction de la saison, que ce soit de l'éclairage solaire avec le soleil qui passe au travers des baies vitrées ou l'éclairage artificiel parce qu'il peut être aussi éclairé par des spots et des lumières. Il transmet toujours quelque chose de nouveau et il est très vivant parce que la réverbération des formes de levure à travers ce lustre, sur les murs, sur l'escalier en l'occurrence, qui sert entre autres d'écran pour la projection des images transmises par ce lustre, c'est juste exceptionnel. Moi je dois dire que la première fois où je l'ai vu, il faut dire que ce jour-là il faisait très beau, il y avait beaucoup de vie et j'en avais des frissons. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, les gens qui vont arriver ils vont se dire ah ouais ça c'est quoi d'abord, et puis ah oui c'est de la levure, et c'est une parfaite représentation de la levure en suspension, de la vie, des bulles, de la lumière, c'est juste magnifique quoi. Donc l'espace de réception dans lequel se trouve le hall d'entrée, qui est déjà équipé de scénographie, se prolonge par un espace de réception équipé d'un magnifique bar, mais je te propose d'y revenir par après et peut-être d'y déguster une bière ensemble. On continue. Chut. Là on est à l'étage des bureaux, un immense open space sur tout le premier étage. Oui, donc comme j'expliquais précédemment, on a voulu ce bâtiment, quand même un bâtiment extrêmement accueillant. On a vraiment voulu créer un espace extrêmement convivial, fait d'univers très différents, avec des vues très différentes, des conforts très différents, qui invitent les personnes à travailler dans des modes de fonctionnement très différents, avec des bureaux hauts, des bureaux bas, des divans, des petites pièces d'échange, de partage, et en fait pas avec vraiment des places assignées à chacun, vraiment avec l'objectif pour chacun d'expérimenter différents types d'environnements, différents types d'ambiances de travail. Et je pense qu'au départ, il y avait quelques craintes de la part des personnes. Aujourd'hui qu'on le vit, il y a, je pense, 99% d'acceptation, on va dire, pour pas être à 100%. Et ça se passe plutôt très bien. On a vraiment des espaces de partage, de travail individuel. Ça peut se passer autour d'un café, ça peut se passer dans une pièce très informelle, sur des divans, sur des ballons, sur un ensemble de choses. Et tu noteras aussi que dans ce bâtiment, il y a énormément de lumière, énormément de vues vers l'extérieur. Ça peut être vers la Deule, qu'on est encore en train d'aménager, enfin on aménage les bords de Deule, mais ça peut être vers l'avant du bâtiment, ça peut être sur les côtés, ça peut être dans toutes les directions, on a toujours quelque chose d'autre à découvrir. C'est-à-dire que dans cet open space, il y a 50 personnes qui travaillent ici, personne n'a de place attitrée et chacun s'installe comme il veut, c'est très geek comme approche.
Je sais pas si c'est geek, c'est un concept. D'autres entreprises, d'autres personnes ont déjà mis ça en application. Moi, c'est un concept qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours été très intéressé par le bien-être des personnes qui travaillent. Et moi, mon idée, c'était que voilà, ce type de configuration correspondait à ça. Permettait de donner un certain bien-être et une certaine liberté de mouvement, de travail, de pensée, ce qui favorise la créativité et la productivité. Oui, peut-être que c'est geek. C'est vrai que des sociétés comme Microsoft ou autres ont déjà expérimenté ce genre de fonctionnement. C'est pour ça qu'on l'appelle geek, mais c'est pas réservé qu'à l'informatique ou aux producteurs de programmes informatiques. Alors là, tu es appuyé sur une petite cabane, c'est assez rigolo, il y a 4 places assises, une petite table, on se croirait presque au restaurant. C'est plutôt pour taper la carte, tu vois. Quand les gens s'ennuient de travailler, ils peuvent s'asseoir là et puis taper la carte. Après, tu as des locaux un peu plus sérieux, comme la salle qui est derrière toi. C'est une salle d'isolement dans laquelle la règle générale, c'est pas un mot. Après, il y a d'autres locaux de partage, etc. Je veux quand même revenir sur la petite cabane. C'était pour la blague, taper la carte, même si les gens tapent quand même la carte parfois. C'est vraiment sympa comme petit espace d'isolement, de nouveau confortable, avec un univers de couleurs. On a beaucoup de couleurs qui sont des couleurs corporate de Fermentis, qui rappellent la bière, le vin, les spiritueux, le cidre. Il y a du vert, il y a du bordeaux, il y a de l'orange, il y a du gris, il y a du bleu. Et donc tout ça, ça fait référence aux boissons auxquelles on s'adresse. Et dans cet espace de coworking, quelque part, il y a aussi la petite salle de pause. Ici, on se trouve dans le Coffice. C'est le principe du mélange office-café. Donc c'est vraiment pour les gens, pour leur permettre d'échanger autour d'un café, autour d'un petit snack, et parfois de se poser même pendant des plus longues périodes, parce que tu vois qu'il y a des banquettes avec des tables confortables, des petits tabourets en forme de bouchon. Donc c'est vraiment un espace plutôt d'échange informel. Après, on a aussi une autre salle de pause, qui est une plus grande salle, qui est vraiment la salle de restauration, où les gens peuvent se restaurer à midi, ou même en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Mais je te propose qu'on se rende, il y a un espace particulier dans cette partie du bâtiment destinée aux personnes qui y travaillent. C'est la salle de créativité ou la salle de gestion de projet. C'est une salle qu'on a baptisée du nom de Patrick Le Saffre. Et Patrick Le Saffre, en fait, c'est un membre de la famille Le Saffre qui a été un acteur majeur dans l'activité de la malterie et que j'ai connu par ailleurs avant de rejoindre Le Saffre. Quand j'étais déjà dans le monde de la brasserie, en tant que fournisseur de malt, j'ai fait sa connaissance. C'est quelqu'un que j'ai toujours bien apprécié. Il est décédé il y a quelques années. Et voilà, et j'ai demandé à sa fille, qui est encore dans le groupe aussi, si on pouvait nommer cette salle d'après le nom de Patrick Le Saffre. Et donc on y a fait un espace de créativité en commun, avec un équipement particulier qui permet vraiment de gérer des projets, qui est ultra performant et assez moderne. Et ça permet aux équipes marketing, aux équipes R&D, de vraiment travailler sur leurs projets d'une manière très fluide et collaborative. Et donc voilà la vraie salle de pause. Oui, là on est dans la salle de pause, comme tu peux le voir. De nouveau, toujours très lumineuse, super équipée, avec tout ce qu'il faut pour les uns et les autres, pour préparer leur repas et pour se détendre. Et puis surtout aussi agrémentée d'une terrasse qui est très sympa. Avec l'été qu'on a eu là cette année, c'était assez génial. Les gens se posent dehors, on met des tables dehors, des chaises, et puis ils peuvent manger en toute convivialité et en profitant du beau temps. Donc après la salle de pause, Olivier, je te propose, là, on va rentrer dans l'espace de la Fermentis Academy d'un point de vue recherche appliquée. On va passer d'abord par une plateforme, une passerelle, qui est équipée de baies vitrées de part et d'autre, qui permet d'un côté de voir les jardins et de l'autre côté d'avoir une vue complète sur l'outil de fabrication de poissons fermentés. C'est une brasserie complète de marque Kaspar Schulz, pour pas la citer, mais qui est très très bien équipée. Et puis on va y descendre, on va aller voir un peu plus en détail. Mais la particularité, c'est le cœur de cette brasserie, c'est l'outil de fermentation, les fermenteurs, qui ont été particulièrement dessinés, conçus pour répondre à nos attentes pour les boissons fermentées. Mais on y reviendra par après. On va d'abord passer dans les labos. Quelle installation! Oui, alors, tu arrives un peu tôt. Comme tu sais, on vient de s'installer dans le bâtiment, donc on n'a pas encore eu le temps d'équiper toutes les infrastructures, mais c'est en projet et très rapidement, ça va être fait. Donc on est ici dans le labo qui sera le labo de microbio, qui nous permettra de faire tous les travaux relatifs à la qualité microbio des bières, des vins, des cidres qu'on fera ici dans la Fermentis Academy. Et puis juste à côté, on a une pièce identique. Toujours, tu le verras, c'est la caractéristique commune, très lumineuse. Et l'autre labo sera destiné aux analyses physico-chimiques, donc de bière, de vin, de cidre, etc. Et puis on ira à la fin voir le labo d'analyse senso, qui lui se trouve au rez-de-chaussée.
On vient de descendre un étage, on se trouve où là, Stéphane ? Ben là, on entre en fait dans le cœur de la Fermentis Academy, le centre où on va produire toutes ces boissons fermentées pour mieux comprendre nos produits et donc pour analyser un peu comment fonctionnent nos levures, nos bactéries, nos dérivés de levure. Et on commence ici par une zone d'accueil qui est en fait une zone de livraison où on prend livraison des matières premières, du malt, du houblon, de bouteilles, de fûts. Et donc c'est une zone vraiment de déchargement. Cette zone en fait a deux accès dans le bâtiment. Un accès qui donne vers une zone de stockage temporaire et un accès direct dans la brasserie, où on va aller d'ailleurs directement. On traverse le bureau du brasseur. Ah oui, alors là, on entre dans le Saint des Saints, le chœur, tu disais ? Le chœur, ou ce que j'appelle aussi la cathédrale. Ça me fait un peu penser à une cathédrale, avec tous ces équipements qui sont très verticaux et qui s'élèvent en fait vers la hauteur. Dans cette brasserie, on a différents espaces. Donc on a l'espace de stockage des matières premières, avec chambre froide aussi pour le houblon, la levure, et puis un espace de stockage à température contrôlée pour le malt et autres matières premières. Sur la plateforme, on a un espace de stockage des emballages, des bouteilles, des fûts. Et puis, on a un autre espace adjacent à côté qui est en fait l'espace où on prépare la mouture avec la possibilité de doser des malts Pils, donc le malt de base, stocké en big bag. Et surtout aussi une trémie qui permet de doser des malts spéciaux et de faire des recettes assez complexes avec différents types de malts et faire tout type de bière. Donc on a un moulin traditionnel qui permet de faire cette mouture qu'on utilisera ensuite dans la salle de brassage. La salle de brassage, ce sont des cuves de 2000 litres, donc c'est une salle de brassage de 20 hectos. C'est une installation à 2 cuves avec une cuve d'empâtage, une cuve d'ébullition et un whirlpool dans la même cuve. Et entre les deux, donc entre la cuve empâtage et la cuve ébullition whirlpool, on a choisi d'installer un filtre 2001, un Mura 2001, qui va nous permettre de traiter des formulations et des recettes de bière très 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 diverses, avec énormément de céréales différentes, des taux de charge différents, avec travailler donc à très haute densité. Dans cette salle de brassage, on a aussi des cuves, un système de dosage de houblon assez intéressant qui va nous permettre de doser du houblon à multiples étapes dans le process, en quantités différentes, avec des formes de produits de houblon très différentes, ce qui nous permettra par après de mieux comprendre l'interaction entre nos levures, nos micro-organismes de manière générale et le houblon, puisque comme tu le sais, le houblon est un fort contributeur aux saveurs et aux arômes de bière, et très souvent c'est le houblon qui le délivre en tant que tel, mais parfois, et même très souvent, de plus en plus souvent, c'est la levure qui agit sur le houblon et qui transforme les arômes de houblon en arômes finis, qui soit les enrichit, soit les renforce donc, ou alors peut carrément les transformer. Pour avoir visité quelques brasseries dans le cadre du Podcapsuleur, celle-ci n'a rien à voir avec ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que bon, la salle de brassage, admettons, mais par contre en termes de fermentation, là on est vraiment, on sent qu'on est chez Fermentis et que la spécialité c'est la fermentation. On a 2 séries de 20 fermenteurs d'1 hecto chacun. On brasse une fois et ensuite on dispatche dans les 20 fermenteurs pour tester 20 fermentations différentes. C'est un peu l'objectif, oui. En fait, on fait 2000 litres de mou par brassin. On peut descendre à 1000 litres. Et effectivement, on a un total de 40 fermenteurs de 1 hecto, donc de 100 litres. Et donc, on peut soit remplir 10 fermenteurs, soit 20, soit faire plusieurs brassins et en remplir 40. Donc ça, c'est le cœur même du cœur, c'est le sein du sein, c'est les 40 fermenteurs de 100 litres qui ont été particulièrement conçus pour nos besoins, qui nous permettent de les piloter individuellement sur un ensemble de paramètres et bien comprendre l'influence de ces paramètres sur une levure ou, dans des mêmes conditions, comparer différentes levures entre elles. On a aussi des fermenteurs, au-delà de ces 40 fermenteurs de 1 hecto, on a 8 fermenteurs de 10 hectos qui nous permettent de faire du upscaling, donc de la montée en taille et de vérifier que nos résultats sont conformes dans des fermenteurs typiques d'une microbrasserie de 10 hectos. Et on va même jusqu'à des fermenteurs de 40 hectos, on a 2 fermenteurs de 4000 qui nous permettent aussi encore d'aller plus loin en upscaling, puisqu'on sait très bien que la pression hydrostatique et donc la hauteur de colonne d'eau et la pression au sein d'un fermenteur peut être un facteur influençant sur la fermentation. On voulait vraiment vérifier ça. Ça, ce sont des fermenteurs, donc les 100 litres, les 1000 litres et les 4000 litres sont des fermenteurs traditionnels, cylindroconiques.
Au-delà de ça, on a aussi 2 fermenteurs qu'on va aller voir par après, des fermenteurs ouverts dans lesquels on peut observer la fermentation. L'objectif là, c'était vraiment de montrer aux visiteurs toute l'activité de nos levures en plein fonctionnement. Et puis on a surtout aussi une salle de barricage avec des barriques qui vont nous permettre de faire aujourd'hui des bières plus complexes avec un ensemencement secondaire en barrique, évoluer vers des bières fruitées, des bières acides et tout type de bières qu'on peut faire dans du barricage. Et alors, à part pour ta consommation personnelle, que va devenir toute cette bière ? C'est une bonne question. On a aujourd'hui... on a énormément d'activités dans le monde. Comme tu le sais, on fait plus de 150 salons, je crois, à travers le monde chaque année, qui nécessitent chaque fois énormément d'exemples et énormément de produits à démontrer. On a dans le groupe Le Saffre d'autres événements par ailleurs qui sont très intéressés à intégrer cela. Donc il faut se rappeler quand même que Le Saffre, c'est 13 000 personnes, je crois, aujourd'hui, avec énormément d'activités différentes, énormément de présence commerciale. Donc on aura beaucoup de consommation, on va dire, au sein du groupe, dans les activités commerciales et autres. Et puis le reste, malheureusement, dans un premier temps, comme on n'a pas de licence commerciale et qu'on ne vend pas la bière, c'est vraiment la destination recherche, on aura aussi de la destruction de bière. La bière ira à l'égout dans certains cas, oui. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que de tous ces fermenteurs, on emballera la bière en fût, d'abord dans un premier temps. Et puis on a une petite ligne de bouteilles, là que tu vois. Cette ligne de bouteilles qui peut tourner jusqu'à 1000 bouteilles heure va nous permettre de conditionner la bière et de l'envoyer vers les labos d'analyse senso et les labos physico-chimie, microbio. Donc là, on mettra en bouteille. Une fois que la bière est en bouteille et en fût, on a 2 entrepôts à l'arrière qu'on n'a pas vu là au passage. C'est un entrepôt à température contrôlée pour faire tout ce qui est refermentation en bouteille et un entrepôt frigo à 2, 3, 4 degrés qui nous permet de garder les échantillons dans la durée pour les analyses et l'échantillonnage qu'on doit faire. Alors encore une étape, c'est les cuves ouvertes. Oui, donc là on se retrouve un peu dans la salle privilégiée, la salle que moi je privilégie avec mon collègue Philippe Janssens qui nous a beaucoup aidé à concevoir cette brasserie ici au campus Fermentis, à la Fermentis Academy. Ce sont les cuves de fermentation ouvertes et on sait attendre de puiser dans le premier brassin en fermentation pour boire une bonne lager non filtrée issue de la fermentation. Donc ce sont vraiment des cuves, tu vois, qui permettent aux visiteurs, parce qu'elles se trouvent juste à côté de la salle de réception et à travers les vitres, les gens peuvent voir la fermentation au travail. On a une illumination particulière aussi qui permettra de mettre en valeur la mousse, le travail de la levure. Et donc c'est vraiment une partie de l'académie qui est très vivante, dans laquelle je pense on va vivre beaucoup d'expériences très intéressantes, je crois. Pour rejoindre le laboratoire d'analyse sensorielle, on va y arriver, promis, on va y arriver. On traverse les salles de formation. Oui, c'est un des piliers donc de la Fermentis Academy, c'est le centre de formation. On a une salle qui permet d'accueillir jusqu'à près de 200 personnes quand même, super équipée et qui peut être compartimentée en différentes salles par ailleurs et qui permet donc d'accueillir des groupes de tailles différentes. Et donc, comme je le disais, c'est un des éléments importants de l'académie qui va nous permettre de former, d'instruire, d'informer les clients, les distributeurs sur nos produits et leur fonctionnement. Et je pense que de nouveau, encore une fois, je les crois très conviviales. Ça va permettre aux gens vraiment de se projeter dans une ambiance et dans une atmosphère très conviviale et en même temps d'apprendre d'une manière très confortable. Et avec une vue sur les jardins où a été aménagée une petite houblonnière, parce que la bière, c'est aussi le houblon. C'était une de mes passions. Tu sais, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'industrie du houblon. Et quand on a imaginé le site, je ne pouvais pas le voir sans au moins quelques plantes de houblon. On a un très beau rideau de houblon avec différentes variétés. Et puis devant, à l'avant, parce qu'on ne fait pas que de la bière, on fait aussi du vin, donc il y a une rangée de vignes qui permet aussi de produire un peu de raisin et qui, j'espère, fera plaisir aux brasseurs et aux œnologues qui feront du vin et de la bière ici à l'Académie. On entre enfin, parce qu'on a quand même beaucoup déambulé et pas mal marché, dans le 3e laboratoire qui est le laboratoire d'analyse sensorielle. Magnifique endroit, c'est là qu'on peut enfin évaluer avec l'être humain, avec toute sa sensibilité et ses connaissances en matière de dégustation, on peut enfin découvrir ce que nos produits offrent dans les boissons fermentées, dans la bière, le vin, etc. C'est une salle qui a été vraiment équipée pour être très interactive avec des box individuelles de dégustation qui peuvent soit être isolants, soit non isolants, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit être descendus de manière à ce que les gens puissent se voir et interagir entre eux, soit, comme tu le vois, il y a des parties des box qui peuvent monter et donc les gens peuvent s'isoler pour déguster de manière individuelle, concentrée, les produits. C'est un local qui est aussi équipé de matériel de communication, de présentation, avec toute la méthodologie qui est mise en place. Et puis enfin, encore une fois,
tu noteras quand même que c'est un cadre de travail assez, moi je trouve assez exceptionnel. Et d'ailleurs, toutes les personnes, parce qu'aujourd'hui on a une 50aine de personnes qui constituent le panel d'analyse sensorielle de Fermentis, et elles éprouvent toujours un plaisir à revenir, enfin à venir et à revenir, parce qu'elles viennent depuis peu. Et les résultats qui sortent d'ici sont extrêmement encourageants et vont nous permettre de communiquer encore plus, toujours dans cette volonté d'orienter le choix des utilisateurs de nos produits un peu partout dans le monde. On a vu, Stéphane, au cours de cette visite, qu'il y avait encore 2-3 petites choses à finaliser pour que l'espace et le bâtiment soient complètement opérationnels. Quelles sont les prochaines échéances ? La prochaine échéance, c'est de finir entièrement tout ce qui est scénographie, accueil des visiteurs, et ça, on y sera d'ici une semaine ou deux, très prochainement. Ensuite, une deuxième échéance importante, c'est finir entièrement l'installation de la brasserie. Il y a encore tout le câblage à terminer et l'automation avec le commissionnement. Et ça, on y sera on va commencer le commissionnement début novembre, fin octobre, début novembre. Et puis après, il y a tous les aménagements extérieurs qui seront terminés très probablement ici courant octobre. Donc je pense que le bâtiment sera à 99% opérationnel, fini pour la fin de l'année certainement, et très probablement déjà fin octobre, courant novembre, je crois. Et on termine notre visite du nouveau campus Fermentis, Stéphane, par le bar, qui est aussi en quelque sorte le pilier central de la maison. En tout cas, ça l'a été, puisque ça a été le cœur de l'activité autrefois. On a, qui descendent du plafond, les pieds des silos de l'époque de la malterie. Oui, c'est ce que certaines personnes, des prestataires qui ont construit ici le campus avec nous là, pendant les 2 dernières années, ont appelé très souvent la salle des mamelles. Elle est équipée au plafond des pieds, effectivement, comme tu l'as très bien dit, de silos de grains. Et je suis super content qu'on ait pu les préserver, parce que c'est le deuxième vestige, comme je le disais au tout démarrage de la visite, c'est le deuxième vestige du site qui reste, qui subsiste, et qui est un témoin du passé de malterie du site. On l'a voulu, comme tu le vois, très brut, cimenté comme à la base. On l'a même pas poncé, en fait, on l'a juste nettoyé. Ça reste vraiment dans cet esprit qui est aussi celui du bâtiment, que tu auras probablement noté. Un esprit qui se veut quand même très rustique, industriel, mais couplé un peu au modernisme, à l'aménagement, et avoir ce conflit des générations, mais qui se met bien ensemble. Et dans cette pièce, tu l'as très bien dit, il y a un magnifique bar qu'on a conçu là avec Jeanne. On y a mis du temps, on a fait, refait, défait, et on a reconçu. Et je pense qu'en termes de dimensionnement et surtout de facilité d'utilisation, il va être extraordinaire pour faire découvrir à tous nos visiteurs toutes les boissons qu'on fait ici sur le campus et à l'académie, et surtout utilisant nos produits et orientés vers leurs attentes, vers ce que souhaitent voir dans les bières, dans les vins, dans le cidre, etc. Donc c'est un endroit très convivial, encore un. Il est bordé de grandes baies vitrées qui donnent directement accès à la halle technique et à la brasserie. Et donc ça te donne l'impression d'être à la fois dans la brasserie et à la fois dans un centre protégé d'échange, de partage, de dégustation. Et à l'inverse, les personnes qui travaillent dans la brasserie se sentent proches de ceux qui visitent et voient l'activité par ailleurs qui se passe sous leurs yeux. Et il y a juste cette baie vitrée qui sépare, quand même un peu par sécurité, mais c'est une vraie réussite encore de transparence, de luminosité, de partage, et qui reflète bien aussi les valeurs qu'on essaye d'avoir chez Fermentis, ce qui était un peu l'esprit du bâtiment. Et moi, je souhaitais vraiment qu'il reflète un certain nombre de valeurs, dont la générosité, l'humilité, vraiment la loyauté, le partage, et l'entrepreneuriat, l'autonomie. Donc c'est un ensemble de valeurs qu'on a, qui, je pense, se traduisent vraiment bien au sein du bâtiment, et qu'on retrouve vraiment ici dans ce centre de réception couplé directement à la brasserie, qui font presque 2 en 1, quoi. All in one. Merci à Stéphane Meudemans, Jeanne Gallerand et à toute l'équipe Fermentis pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce hors-série. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner les moyens de continuer. Pour cela, rendez-vous sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.